Les lustres scintillaient au-dessus des têtes comme un millier de petits soleils, projetant une lumière dorée sur la salle de bal de Harrington House, où la fine fleur de la société londonienne tourbillonnait et se pavanait au plus fort de la saison de 1815. Mademoiselle Eliza Thornfield se tenait immobile contre le mur, ses 26 ans pesant lourdement sur ses épaules, alors qu'elle serrait son carnet de bal vide avec des doigts devenus de plus en plus engourdis au fil de la soirée. Sa robe bleu foncé, fonctionnelle et simple comparée aux soies et satins pastels qui ornent les jeunes débutantes, semblait se fondre dans les ombres comme si elle conspirait avec le destin pour la rendre invisible. Elle ne s'était pas attendue à des invitations à danser. S'étant depuis longtemps résignée à son rôle de faire-tapisserie et d'observatrice plutôt que de participante à ces rituels sociaux élaborés, mais même cette acceptation habituelle ne pouvait la protéger de ce qui allait suivre. Alors qu'elle se dirigeait vers la table des rafraîchissements, cherchant un répit à sa solitude manifeste, Eliza se retrouva derrière un pilier où Lord James Blackwood, le comte de Westmoreland, se tenait en conversation avec ses compagnons à la mode. À 32 ans, le comte représentait tout ce que le ton appréciait. Beau de cette manière particulière de l'aristocratie, confiant jusqu'à l'arrogance, sa fortune et sa lignée, lui ouvrant toutes les portes qui restaient fermement closes pour des femmes comme Eliza. Elle se serait éclipsée sans être remarquée si Sir Reginald n'avait pas prononcé son nom. « Mademoiselle Thornfield pourrait faire une maîtresse convenable, Westmoreland », suggéra-t-il avec un rire qui figea Eliza en plein pas. Elle devrait être reconnaissante de toute attention, et elle serait sûrement discrète étant donné sa situation. Le silence qui suivit sembla s'étirer en une éternité avant que Lord Blackwood ne réponde avec un reniflement dédaigneux. « Mademoiselle Thornfield, vous plaisantez. Elle n'est même pas assez jolie pour être une maîtresse. Pas de fortune, pas de relations, et certainement pas de beauté pour compenser. » Ses compagnons rirent, le son la transperçant comme des coups physiques, alors qu'elle se tenait là, pétrifiée, incapable de battre en retraite sans révéler sa présence. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses joues brûlant d'une humiliation si profonde qu'elle craignit de se trouver mal là, sur le sol de marbre poli. Autour d'eux, le bal poursuivait son cours étincelante, les dames tourbillonnant dans leurs plus beaux atours, les messieurs se pavanant avec toute la confiance de leur position privilégiée, l'air chargé de parfums coûteux et du poids des attentes sociales. Finalement, les hommes s'éloignèrent, ricanant encore de l'absurdité que la fade Mademoiselle Thornfield puisse être digne de la forme la plus dégradée d'attention masculine. Ce n'est qu'alors qu'Eliza prit une inspiration frémissante, redressant sa colonne vertébrale par la seule force de sa volonté. Elle avait passé sa vie à être ignorée, son intelligence rejetée, sa valeur mesurée et jugée insuffisante par une société qui valorisait la beauté et la fortune au-dessus du caractère et de l'intellect. Pourtant, cette cruauté particulière la blessa plus profondément, peut-être parce qu'elle avait secrètement admiré Lord Blackwood de loin, imaginant sottement qu'un homme réputé pour son éducation pourrait voir au-delà des apparences. Combien elle s'était trompée, d'une manière si totale et dévastatrice. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. La pluie crépitait contre les fenêtres de la librairie Hollister et Fields, un humble établissement niché dans une rue étroite, loin des quartiers à la mode de Londres, créant un rythme apaisant qui correspondait à l'atmosphère tranquille de l'intérieur, où l'odeur des reliures humaines, cuir, du papier et de la poussière se mêlait dans l'air 3 semaines après le bal de Harrington.
Eliza Thornfield avait cherché refuge parmi les étagères bondées, ses doigts traçant avec révérence les pages d'un rare volume sur les illustrations botaniques du naturaliste suédois Linné, oubliant temporairement l'humiliation qui la hantait depuis qu'elle avait surpris le rejet cruel de Lord Blackwood. Cette petite librairie était depuis longtemps son refuge, un lieu où son esprit pouvait vagabonder librement parmi les idées et les connaissances que la société jugeait inappropriées pour une femme de sa condition, mais que M. Hollister, avec ses yeux chassieux et son penchant érudit, l'avait toujours encouragé à explorer. Le silence paisible fut soudainement rompu par le tintement de la clochette du magasin et une rafale d'air humide, alors que la porte s'ouvrait, laissant entrer une grande silhouette qui secoua l'eau de pluie de sa redingote d'un geste impatient. Eliza leva brièvement les yeux, puis se figea en le reconnaissant, son cœur s'emballant soudainement, alors que Lord James Blackwood, le comte de Westmoreland lui-même, entrait dans son sanctuaire, sa présence incongrue parmi les tomes poussiéreux et le décor simple. Il sembla tout aussi surpris de trouver un autre client dans la boutique, surtout un qui occupait le coin dédié aux ouvrages scientifiques, mais ne montra aucun signe de la reconnaître lorsque leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne baisse précipitamment les yeux sur son livre, priant pour qu'il ne la situe pas hors de son contexte. Elle écouta ses pas s'approcher de sa section, son corps tendu de terreur, mais lorsqu'il parla, sa voix ne contenait aucune de l'arrogance dédaigneuse dont elle se souvenait du bal. « Je vois que vous avez découvert le Linné, » remarqua-t-il en désignant son volume. « Ces classifications botaniques ont révolutionné les sciences naturelles, bien que je trouve ces illustrations moins précises que celles de ses contemporains. » Le commentaire fut offert avec désinvolture, attendant clairement une réponse non informée, mais des années d'études privées se levèrent pour la défense d'Eliza. « En fait, » répliqua-t-elle, sa voix gagnant en assurance alors qu'elle s'aventurait en territoire familier. Bien que Ehret et Bauer aient pu produire des rendus plus artistiques, Linné a capturé des détails structurels essentiels à une classification correcte, en particulier dans ses études sur les systèmes de reproduction des plantes que beaucoup considéraient trop controversés pour la consommation publique. Lord Blackwood la dévisagea avec une surprise non dissimulée, puis se pencha pour examiner la page qu'elle avait ouverte. « Vous connaissez Ehret et Bauer » Son ton témoignait d'un intérêt sincère plutôt que de la condescendance, et Eliza se retrouva à répondre à ses questions suivantes avec une animation croissante, ses connaissances s'écoulant librement alors qu'ils discutaient des mérites de divers artistes botaniques et des principes scientifiques derrière leur travail. Pendant près d'une demi-heure, ils conversèrent d'égal à égal dans le monde des idées, sa réserve habituelle oubliée, alors que la passion pour son sujet surmontait son anxiété sociale, ses yeux gris brillants d'intelligence, ses mains gesticulant de manière expressive pour souligner des points particuliers sur la structure des étamines et les catégories taxonomiques. Ce n'est que lorsque M. Hollister toussa poliment de derrière son comptoir que la réalité s'imposa, et Eliza réalisa soudainement à quel point leur longue conversation paraîtrait inconvenante aux yeux de la société. Au même moment, elle vit la reconnaissance poindre dans les yeux de Lord Blackwood, son expression passant de l'engagement intellectuel au choc alors qu'il la situait enfin, comme la vieille fille dont il s'était si cruellement moqué. Murmurant une excuse hâtive, Eliza ramassa son châle et s'enfuit sous la pluie, la clochette de la boutique tintant follement dans son sillage, laissant derrière elle non seulement le Linné emprunté, mais aussi son propre carnet de croquis reliés en cuir, rempli de ses études botaniques minutieuses, la preuve tangible de l'esprit qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir jusqu'à aujourd'hui. Le feu crépitait dans l'âtre du bureau de Lord James Blackwood, alors que minuit approchait, projetant des ombres dansantes sur le mobilier élégant, tandis que la pluie continuait de s'abattre contre les fenêtres de son hôtel particulier de Londres, un écho à l'averse de l'après-midi. Un verre de brandy à moitié vide était négligé sur le bureau en acajou devant lui,
Alors qu'il tournait soigneusement les pages du carnet de croquis relié en cuir qu'il avait récupéré de la boutique de Hollister, sa curiosité initiale laissant place à un étonnement sincère à chaque nouvelle illustration révélée. Les dessins botaniques étaient extraordinaires, exécutés avec une précision et une sensibilité artistique qui rivalisaient, voire surpassaient, de nombreuses œuvres publiées dans sa vaste bibliothèque. Des lignes délicates capturaient les subtiles nervures des feuilles, les structures complexes des étamines et des pistils, tandis que des notations d'une petite écriture soignée détaillaient des observations sur l'habitat, les schémas de croissance et les propriétés médicinales, révélant non seulement une compétence artistique, mais aussi une compréhension scientifique qui ne pouvait provenir que d'années d'études dévouées. Lorsque son valet de chambre entra pour attiser le feu, James lui fit signe de s'approcher. « Roberts, que savez-vous de la situation de la famille Thornfield » demanda-t-il, examinant toujours un rendu particulièrement impressionnant d'une espèce d'orchidée. Le serviteur hésita avant de répondre prudemment. « Ils ont connu des temps difficiles depuis que feu M. Thornfield a perdu ses investissements dans le transport maritime, milord. Des rumeurs courent selon lesquelles Mademoiselle Thornfield soutient la maisonnée grâce à des illustrations scientifiques anonymes pour plusieurs publications. Bien qu'un tel travail pour une dame de bonne famille soit gardé secret pour préserver ce qui reste de leur position sociale. Sa mère est fréquemment malade et il y a 2 sœurs plus jeunes à établir. » James sentit une oppression inconfortable dans sa poitrine en se rappelant ces paroles insensibles au bal de Harrington, maintenant rendues infiniment pires par la preuve du talent remarquable d'Eliza et la connaissance qu'elle travaillait en secret pour subvenir aux besoins de sa famille. Il finit par se retirer pour la nuit, le brandy n'ayant rien fait pour apaiser son malaise grandissant, mais le sommeil ne lui apporta aucun soulagement car il se mit à rêver de manière vivide de Mademoiselle Thornfield, non pas comme la vieille fille fade et insignifiante qu'il avait si cruellement rejetée, mais comme la femme animée et passionnée de la librairie. Dans ce rêve, elle le regardait non pas avec colère, mais avec une déception tranquille, ses yeux gris perçant toutes ses prétentions de supériorité pour voir le fond superficiel et moralisateur sous son extérieur soigneusement cultivé. Aucune beauté de la société n'avait jamais blessé sa fierté, par un rejet aussi profond que l'évaluation silencieuse de son caractère, par cette Eliza de rêve, son regard le dépouillant de son titre, de sa fortune et de sa position sociale, pour le trouver fondamentalement déficient en tant qu'être humain. Il se réveilla en sursaut alors que la lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, ses draps enroulés autour de lui, la déception imaginée d'elle brûlante encore dans son esprit plus puissamment que n'importe quelle interaction réelle de son expérience. Sonnant pour Roberts, il demanda que ses vêtements soient préparés immédiatement, sa décision déjà prise, alors qu'il jetait un coup d'œil au carnet de croquis toujours sur sa table de chevet. Son reflet dans le miroir alors qu'il s'habillait révélait des ombres inhabituelles sous ses yeux, son apparence habituellement impeccable trahissant une nuit de sommeil agité, mais il le remarqua à peine, ses pensées consumées par la nécessité de rendre la propriété de Mademoiselle Thornfield et de se faire pardonner d'une manière ou d'une autre son comportement inexcusable. Alors que sa voiture était préparée, James enveloppa soigneusement le carnet de croquis dans une toile cirée de protection contre la pluie persistante, ses doigts s'attardant sur la couverture en cuir usé qui représentait non seulement un talent extraordinaire, mais probablement le salut financier de toute une famille. L'homme qui descendit les marches de son hôtel particulier ce matin-là était fondamentalement changé par rapport à celui qui était entré dans la librairie la veille, son ancienne arrogance dédaigneuse remplacée par la conscience inconfortable de sa grave erreur de jugement, et un besoin étrange et impérieux de revoir ses yeux gris briller de passion intellectuelle une fois de plus. Thornfield Cottage se trouvait à la lisière nord, peu à la mode de Londres, là où la ville cédait progressivement à la campagne.
sa modeste façade de pierre partiellement masquée par des rosiers grimpants qui suggéraient le soin plutôt que la richesse, le petit jardin de devant méticuleusement entretenu malgré des ressources limitées. Lord James Blackwood se sentit manifestement déplacé alors qu'il approchait du chemin de gravier dans sa belle voiture, conscient des rideaux qui s'agitaient dans les cottages voisins, tandis que les résidents locaux observaient le spectacle inhabituel d'un visiteur aristocratique dans leur humble voisinage. Son arrivée provoqua une agitation immédiate au sein de la maisonnée Thornfield. La servante qui répondit à sa porte parut si troublée par son titre qu'elle faillit oublier de prendre sa carte avant de s'éloigner précipitamment. Le laissant debout maladroitement dans la petite mais impeccable entrée où il pouvait entendre les chuchotements excités de jeunes voix féminines et un ton masculin plus profond et plus méfiant provenant du salon attenant. Lorsque la servante revint, son message était clair bien qu'inattendu. Mademoiselle Thornfield était indisposée et ne pouvait recevoir de visiteurs pour le moment. James sentit une pointe de frustration d'être ainsi éconduit après avoir fait tout ce chemin, mais avant qu'il ne puisse insister, une femme plus âgée, portant les restes indubitables d'une beauté marquée par la maladie, apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur le bras d'une jeune fille qui ressemblait de manière frappante à Eliza. « Lord Blackwood, dit-elle d'une voix faible mais déterminée, « je suis Madame Thornfield. Veuillez pardonner la réticence de ma fille, mais nous serions honorés si vous vous joigniez à nous pour le thé. » Sa signification était claire pour quiconque connaissait les calculs désespérés de la pauvreté distinguée et des filles non mariées. Un lien avec un comte, aussi ténu ou inattendu soit-il, ne devait pas être gaspillé, alors que deux filles plus jeunes avaient encore besoin de partis avantageux. James la suivit dans un salon où l'atmosphère d'économie soignée était évidente dans le mobilier, qui, bien qu'entretenu, parlait de jours meilleurs révolus, mais la pièce dégageait une chaleur et un confort habité que son propre grand et froid manoir manquait ostensiblement. M. Thornfield, un homme mince à l'allure d'érudit, dont l'expression suggérait qu'il ne partageait pas les ambitions sociales de sa femme, reconnut la présence du comte avec une courtoisie minimale avant de retourner à son livre, tandis que les jeunes sœurs, peut-être âgées de 16 et 18 ans, ne faisaient guère d'efforts pour cacher leur curiosité. C'est dans ce tableau gênant qu'Eliza entra enfin, sa réticence évidente dans chaque ligne de son corps, bien que son visage restât composé, alors qu'elle offrait une révérence correcte, bien que glaciale. James lui tendit le paquet enveloppé de toile cirée, expliquant comment il était entré en possession de son carnet de croquis, ses excuses soigneusement préparées sonnant guindées même à ses propres oreilles, alors qu'il tentait d'exprimer son regret pour son comportement sans faire explicitement référence à des mots qui choqueraient à sa famille s'ils étaient répétés. Eliza accepta le carnet de croquis d'une main ferme, ses yeux gris rencontrant directement les siens sans la déférence qu'il était habitué à recevoir. « Votre bonne opinion, une fois perdue, est perdue à jamais, Lord Blackwood. Heureusement pour moi, je ne l'ai jamais apprécié pour commencer, déclara-t-elle, sa digne quiétude plus dévastatrice que n'aurait pu l'être n'importe quelle explosion de colère. Malgré le hoquet d'horreur de Madame Thornfield et ses excuses subséquentes pour l'impertinence de sa fille, James se trouva incapable de s'offusquer, reconnaissant dans la réponse d'Eliza non pas simplement une fierté blessée, mais la réaction justifiable d'une femme dont la véritable valeur avait été négligemment et cruellement rejetée. Il partit peu après, la conversation polie n'ayant rien donné au-delà des plaisanteries de surface, mais alors que sa voiture s'éloignait de Thornfield Cottage, il se retrouva hanté non pas par le rejet d'Eliza, mais par le tableau dont il avait été témoin. Malgré leur situation précaire, la famille Thornfield partageait une affection et un but sincères. Le petit salon contenant plus de liens humains authentiques que toutes les grandes salles de bal et les salons de son cercle social réunis, le laissant avec la conscience inconfortable que, malgré toute sa richesse et sa position,
Sa propre vie était comparativement vide de liens aussi significatifs. La salle d'exposition de la Société royale de botanique brillait sous la lumière matinale qui filtrait par de hautes fenêtres, illuminant des vitrines contenant les plus belles illustrations scientifiques de tout l'Empire. L'air bourdonnant de conversations savantes, alors que la communauté scientifique de Londres se rassemblait pour célébrer des réalisations habituellement cachées de la société à la mode. Lord James Blackwood se déplaçait dans la foule avec une aisance consommée, saluant ses connaissances de hochements de tête polis, tandis que son attention restait concentrée sur l'examen des œuvres exposées, son intérêt étant sincère plutôt que fin, comme celui de nombreux mécènes aristocratiques qui assistaient à de tels événements simplement pour être vus en train de soutenir les activités intellectuelles. Il s'arrêta devant une série d'illustrations d'orchidées portant le nom de E.T. Blackwell. La précision des rendus lui fut immédiatement familière. Lui coupant le souffle alors qu'il reconnaissait la même main délicate qui avait créé les dessins dans le carnet de croquis d'Elisa, bien que le pseudonyme masculin dissimulât efficacement son identité à la communauté botanique qui louait l'œuvre avec effusion. Un professeur aux cheveux blancs se tenant à proximité commenta à son collègue l'extraordinaire précision anatomique des représentations de Blackwell des structures des étamines, les déclarant supérieures à celles de tout autre illustrateur scientifique actuellement publié en Angleterre. Les deux hommes, débattant pour savoir si le mystérieux Blackwell avait dû étudier en Allemagne ou peut-être s'être formé auprès des grands maîtres botaniques de Kew. James ressentit un curieux mélange de fierté et d'indignation au nom d'Eliza. Fierté pour sa maîtrise évidente qui lui valait de tels éloges d'éminente savante, et indignation qu'elle ne puisse ouvertement revendiquer le crédit d'un travail qui surpassait celui de ses homologues masculins. Son regard balaya la pièce, la cherchant parmi les scientifiques et les mécènes rassemblés, la découvrant finalement partiellement dissimulée derrière un pilier, vêtue modestement d'une robe verte qui l'aidait à se fondre dans le décor, son expression un mélange complexe de satisfaction et de résignation, alors qu'elle écoutait son travail être discuté sans pouvoir se joindre à la conversation. Leurs regards se croisèrent à travers la salle d'exposition bondée dans un moment de reconnaissance électrique, sa surprise initiale laissant place à la méfiance, alors qu'il inclina la tête en reconnaissance silencieuse de son accomplissement, un geste auquel elle répondit par le plus léger des hochements de tête avant de se détourner, clairement mal à l'aise que sa présence lui soit connue. Alors que James continuait de l'observer, son attention inhabituelle pour une vieille fille insignifiante ne passa pas inaperçue des matrones de la société qui avaient accompagné leurs maris scientifiques à l'exposition. Des chuchotements commencèrent presque immédiatement derrière des éventails levés, spéculant sur ce qui pouvait bien attirer l'intérêt du comte de Westmoreland pour la fade Mademoiselle Thornfield. Les chuchotements atteignirent leur paroxysme avec l'arrivée de Lady Caroline Harcourt, dont la famille avait clairement fait connaître ses attentes concernant une alliance avec le titre des Blackwood au cours des 2 dernières saisons. Resplendissante dans une soie bleu pâle qui mettait en valeur sa beauté acclamée, Lady Caroline inspecta la pièce avec la confiance d'une femme habituée à commander l'attention masculine, son expression s'assombrissant visiblement lorsqu'elle observa James étudiant la silhouette fuyante d'Eliza avec un intérêt évident plutôt que de se précipiter à ses côtés comme la convention sociale le dictait. Avant que James ne puisse se dégager d'une conversation avec un botaniste particulièrement tenace, Lady Caroline avait traversé la salle d'exposition pour s'emparer possessivement de son bras, sa voix portant juste assez fort pour s'assurer que les personnes à proximité entendraient. « Mon cher, vous devez me dire ce qui peut bien vous fasciner dans ces dessins scientifiques ennuyeux, ou peut-être était-ce la tout aussi ennuyeuse Mademoiselle Thornfield qui a attiré votre attention? » La cruauté délibérée du commentaire, conçu pour réaffirmer sa domination sociale, renforça au contraire la prise de conscience croissante de James de la profondeur de son erreur de jugement
concernant la femme, dont le travail recevait maintenant les éloges de la communauté scientifique tandis qu'elle restait dans l'ombre, incapable de revendiquer la reconnaissance qui lui revenait de droit dans un monde qui valorisait son esprit, mais la rejetterait pour son sexe et son apparence. Le contraste entre l'accomplissement authentique d'Eliza et les manœuvres sociales superficielles de Lady Caroline n'avait jamais été aussi clair, mais en observant l'éclat calculateur dans l'œil de sa prétendante, il comprit que les pressions externes ne seraient pas facilement surmontées, les chuchotements se propageant déjà dans la société, selon lesquels Lord Blackwood avait développé un intérêt particulier pour la vieille fille fade et vieillissante aux penchants scientifiques inhabituels. La garden party de la duchesse de Hertford se déroulait sous un ciel parfait de début d'été. Les vastes terres de Hertford House, transformées en un paradis d'arbustes en fleurs et de pelouses immaculées, où l'élite de la société londonienne se mêlait parmi une nature domptée pour mettre en valeur le goût et la richesse aristocratique. Les oiseaux chantaient depuis des arbres d'ornement, tandis que des dames en soie pastel et des messieurs en redingote d'été légère se promenaient le long des allées de gravier, leur conversation créant un doux bourdonnement sous la musique d'un quatuor à cordes positionné sur la terrasse. Lord James Blackwood arriva avec un retard élégant, son entrée notée par le flottement habituel de l'attention féminine, bien que son regard balayât les invités assemblés avec un but précis plutôt qu'avec l'indifférence ennuyée qu'il affectait typiquement lors de tels rassemblements. Il localisa Eliza Thornfield se tenant à l'écart du groupe principal, examinant la roseraie prisée de la duchesse avec un intérêt botanique évident. Sa simple robe de mousseline crème et son chapeau de paille la rendant presque invisible parmi les participantes plus richement vêtues. Se dirigeant délibérément dans sa direction, il navigua autour de plusieurs tentatives d'interception par des mères empressées avec des filles à marier jusqu'à ce qu'il atteigne le côté d'Eliza. Parmi les fleurs parfumées, positionnées stratégiquement à l'abri des regards indiscrets et des oreilles curieuses. « Mademoiselle Thornfield !» la salua-t-il avec une révérence formelle qui démentait l'intensité de son regard. « J'espérais vous trouver ici. » Eliza le reconnut avec une politesse froide, ses doigts gantés effleurant une rose pâle, comme si elle puisait de la force dans ce contact. « Lord Blackwood, j'avoue être surprise de votre attention continue, étant donné votre évaluation précédemment déclarée de mon attrait. » James grimaça à la référence à ces paroles cruelles, mais poursuivit avec le discours qu'il avait répété pendant des nuits blanches. « Je sais que vous êtes E.T. Blackwell, » déclara-t-il doucement, observant les yeux d'Eliza s'écarquiller d'alarme. « Votre travail à l'exposition de la Société royale de botanique montre un talent extraordinaire qui mérite d'être reconnu sous votre vrai nom. Je souhaite vous offrir mon mécénat, Mademoiselle Thornfield, pour vous permettre de revendiquer la renommée qui vous revient de droit sans risquer la sécurité ou la position sociale de votre famille. » Eliza le fixa, son choc initial laissant place à une complexité d'émotions qu'il ne pouvait entièrement déchiffrer. « Je n'ai besoin ni de votre charité ni de votre protection, Lord Blackwood, » répondit-elle finalement, bien que sa voix contint moins de froideur qu'auparavant. « Mon arrangement avec les revues scientifiques convient parfaitement à mes desseins, mais il vous prive du crédit approprié pour un travail qui surpasse celui de vos collègues masculins, » rétorqua-t-il, sa frustration évidente. « J'ai entendu les botanistes de Kew Gardens prétendre que vos illustrations des structures d'orchidées ont fait progresser leur compréhension plus que toute autre publication au cours de la dernière décennie. » Il vit la couleur monter à ses joues à l'éloge, un aperçu de l'érudite passionnée de la librairie momentanément visible sous son extérieur gardé, avant que leur conversation ne soit délibérément interrompue par Lady Caroline Harcourt, resplendissante en rose corail qui soulignait sa beauté blonde à la mode. « James, mon cher, la duchesse vous demande, » annonça-t-elle, ignorant complètement Eliza alors qu'elle posait une main possessive sur son bras. « Vous devez absolument lui parler de vos plans de chasse pour l'automne. » Son arrivée mit fin à leur discussion privée,
forçant James à faire des excuses polies alors qu'il était entraîné par les manœuvres déterminées de Lady Caroline, bien qu'il notât avec intérêt qu'Eliza ne retourna pas immédiatement au rassemblement principal, mais disparut plutôt dans une section isolée de la roseraie accessible par une arche d'ifs. Sa conversation avec la duchesse terminée aussi rapidement que la courtoisie le permettait, James chercha à nouveau Eliza. Suivant finalement le même chemin à travers l'arche d'If pour se retrouver seulement bloqué de la vue du jardin principal, mais à portée de voix de Lady Caroline, parlant à son cercle d'amis à la mode. « Vraiment, ma chère, votre projet de charité ne vaut guère les commérages, » disait-elle, avec un rire qui ne contenait aucun humour sincère. La fade Mademoiselle Thornfield dessine peut-être adéquatement des plantes, mais sûrement pas assez pour justifier de devenir un fardeau social. Même les cas de charité doivent répondre à certaines normes de présentation. Un mouvement parmi les roses révéla la présence d'Eliza juste au-delà du groupe, son visage soigneusement composé bien que ses yeux trahissent la blessure sous sa dignité. Avant qu'elle ne puisse se retirer, James s'avança délibérément. Son expression plus dure que quiconque dans la société ne l'avait jamais vue. « Lady Caroline » déclara-t-il d'une voix qui porta jusqu'aux invités proches, « je me vois contraint de corriger votre idée fausse. Les illustrations scientifiques de Mademoiselle Thornfield démontrent une précision et un art qui commandent le respect des plus grands experts botaniques d'Europe. Contrairement à certaines fleurs ornementales qui n'apportent rien d'autre qu'une valeur décorative à un jardin, son travail sert à l'avancement des connaissances humaines. » Le rassemblement se tut à cette réprimande sans équivoque, le visage de Lady Caroline devenant d'un rouge peu flatteur alors qu'elle réalisait non seulement qu'elle avait été entendue, mais que Lord Blackwood avait publiquement choisi de défendre la vieille fille plutôt que de maintenir l'harmonie sociale avec sa prétendue future épouse. James offrit son bras à une Eliza visiblement stupéfaite, la guidant délibérément vers la fête principale avec une attention protectrice qui annonça à tous les observateurs que son intérêt n'était ni charitable ni désinvolte, mais né d'un respect sincère, un tournant qui enverrait des ondes de choc à travers la société londonienne et changerait leurs deux vies de manière irrévocable. Le manoir de Blackwood s'élevait de la campagne vallonnée comme une manifestation physique de siècles de privilèges aristocratiques. Ses murs de pierre grise et ses fenêtres élancées surveillant le parc environnant, avec une permanence digne, alors que le soleil du milieu de l'été baignait les jardins à la française. La lumière de l'aube se déversait à travers les vitres de l'énorme serre du manoir de Blackwood, transformant les gouttes de rosée sur les feuilles exotiques en d'innombrables petites prismes, tout en projetant de longues ombres sur les chemins de dalles, où Eliza Thornfield et Lord James Blackwood se penchaient sur un spécimen d'orchidée particulièrement rare qu'il avait acquis en Amérique du Sud. Les vastes jardins et la collection botanique qui entourait la demeure ancestrale révélaient une autre facette du comte que peu de gens dans la société reconnaissaient, sa véritable passion pour l'horticulture scientifique étant évidente dans les spécimens soigneusement entretenus et rassemblés de tout l'Empire britannique. Le professeur Whitfield, le botaniste renommé des jardins de Kew que James avait spécialement invité pour voir le travail d'Eliza, se déplaçait lentement le long de la table adjacente où son portfolio était ouvert, sa loupe planant au-dessus des illustrations détaillées alors qu'il murmurait occasionnellement son appréciation. Depuis 2 heures, Eliza et James travaillaient ensemble dans une synchronie confortable, leur connaissance partagée créant une harmonie de but alors qu'ils cataloguaient et esquissaient les spécimens les plus rares de la collection. Leur connexion intellectuelle s'approfondissant à chaque échange érudit qui ne nécessitait aucun artifice ou prétention sociale. Je crois qu'il pourrait s'agir d'une variation non documentée auparavant, observa Eliza, comparant les inhabituelles stries violettes d'une fleur tropicale à ses documents de référence.
Le motif des nervures diffère considérablement des classifications établies. James se pencha pour examiner le détail qu'elle indiquait, son épaule touchant presque la sienne dans une proximité qui aurait causé un scandale dans n'importe quel salon, mais qui semblait parfaitement naturelle dans ce contexte de recherche scientifique. « Vous avez un œil remarquable pour les anomalies taxonomiques, mademoiselle Thornfield, » répondit-il, son admiration évidente. Leur examen collaboratif fut interrompu par le claquement sec d'une canne contre la pierre, alors que la comtesse douairière de Westmoreland entrait dans la serre, son regard impérieux embrassant la scène avec une désapprobation évidente. La vieille femme était arrivée de manière inattendue au manoir la veille au soir, sa présence jetant un froid sur la réception lorsqu'elle découvrit l'inclusion de la famille Thornfield parmi les invités. Se redressant de toute sa hauteur, la comtesse s'adressa à Eliza avec un mépris à peine dissimulé. « Mademoiselle Thornfield, je crois que votre famille doit s'interroger sur votre absence. Peut-être que les activités scientifiques pourraient être mises de côté pour des occupations féminines plus appropriées. » James se redressa immédiatement, l'attention évidente dans sa posture. Mais avant qu'il ne puisse parler, Eliza répondit avec une digne sérénité. « Votre collection de cerfs est vraiment exceptionnelle, Lady Westmoreland. Cette variété de Cattleya que vous avez cultivée démontre une adaptation remarquable aux conditions anglaises, ce qui indique une culture habile. » La comtesse cligna des yeux de surprise à cette réponse inattendue, alors qu'Eliza continuait, se déplaçant vers un spécimen voisin. « Et ce rare dendrobium a dû nécessiter une attention particulière à l'humidité et à la lumière. La méthode de fertilisation semble tout à fait réussie. » Se tournant lentement, Eliza désigna plusieurs autres spécimens, identifiant correctement leurs origines et leurs exigences particulières, avec l'assurance d'une véritable expertise. Ces connaissances transformant ce qui avait été conçu comme un renvoi en une consultation botanique inattendue. James observa l'échange avec une admiration croissante, observant comment la compétence tranquille d'Eliza adoucissait progressivement la posture rigide de sa mère, le respect réticent de la femme plus âgée, devenant évident lorsqu'elle commença finalement à poser des questions spécifiques sur certaines plantes en difficulté dans sa collection personnelle. Le professeur Whitfield interrompit leur conversation en s'approchant, le portfolio d'Eliza serré respectueusement dans ses mains. « Mademoiselle Thornfield, vos illustrations surpassent tout ce que j'ai rencontré dans les publications récentes. La Société royale organise une expédition dans le bassin amazonien au printemps prochain pour documenter la flore inconnue. Nous avons besoin d'un illustrateur scientifique du plus haut calibre. Je voudrais vous offrir officiellement ce poste. » Eliza se figea, son visage reflétant une incrédulité stupéfaite de se voir offrir ce qui serait sans aucun doute l'opportunité d'une vie, une chance de reconnaissance légitime dans la communauté scientifique et une exposition à des spécimens botaniques que peu d'Européens avaient jamais documentés. James vit des émotions contradictoires traverser son visage alors que les implications devenaient claires. Une telle expédition signifierait quitter l'Angleterre pendant au moins un an, abandonner ses responsabilités familiales et sortir entièrement des limites du comportement féminin conventionnel. Pourtant, son regard momentané vers lui révéla quelque chose au-delà des considérations pratiques, un conflit personnel qui reflétait sa propre prise de conscience croissante que son départ, tout en faisant progresser sa carrière scientifique, signifierait une séparation d'avec la femme dont l'esprit et le caractère l'avaient de plus en plus captivé, malgré toutes les attentes sociétales contraires. Les candélabres brillaient comme des constellations miniatures contre le ciel bleu nuit visible à travers les hautes fenêtres de la grande salle de bal du manoir de Blackwood, l'événement culminant de la réception se déroulant dans un tourbillon de soie, de bijoux et de manœuvres sociales soigneusement calibrées, alors que l'élite assemblée de la société londonienne exécutait sa danse complexe de statuts et de connexions. Eliza Thornfield se tenait un instant inaperçue près de l'entrée.
sa transformation faisant que plusieurs invités la regardèrent à 2 fois avant que la reconnaissance ne se fasse, car la femme qui était arrivée, vêtue de robes modestes et fonctionnelles, apparaissait maintenant dans une soie émeraude scintillante que James avait envoyée dans sa chambre avec une simple note reconnaissant sa contribution au catalogue botanique. La couleur riche mettait en valeur le gris-vert clair de ses yeux et apportait une luminescence à son teint qui n'avait jamais été apparente dans les tons pastels considérés comme appropriés pour les dames non mariées d'un certain âge, tandis que ses cheveux châtains, arrangés de manière plus élaborée que son style sévère habituel, adoucissaient ses traits et révélaient une beauté tranquille jusqu'alors négligée. Des chuchotements parcoururent l'assemblée, lorsque Lord Blackwood traversa immédiatement la pièce pour la saluer, son expression s'adoucissant visiblement d'une manière que les beautés les plus accomplies de la société n'avaient pas réussi à inspirer. Mais la spéculation se transforma en scandale ouvert lorsqu'il la mena sur la piste pour la première valse, sa main reposant avec une familiarité indubitable à sa taille. Lady Caroline Harcourt, qui avait assumé sa position d'hôtesse de facto de l'événement, bien que n'ayant reçu aucune autorité de ce type de la part de James, observa ce développement avec une fureur calculatrice, son calme parfait habituel s'effritant à mesure que la soirée avançait, et que Lord Blackwood réclamait Eliza pour une deuxième danse. Violant de manière flagrante le protocole qui empêchait les messieurs de montrer une attention particulière à une seule dame. Au moment où la danse du souper fut annoncée, Lady Caroline avait rassemblé un cercle d'alliés sympathiques autour d'elle, leurs têtes penchées, alors qu'ils conféraient à voix basse, promettant rien de bon pour la destinataire de leur mécontentement collectif. Eliza, rouge d'avoir dansé et momentanément seule, alors que James était retenu par une conversation avec un père âgé, se retrouva soudainement entouré de Lady Caroline et de sa cohorte, leurs sourires artificiels ne parvenant pas à dissimuler la malveillance sous-jacente. « Ma chère mademoiselle Thornfield », annonça Lady Caroline d'une voix portante clairement destinée à attirer un maximum d'attention. « Comme il est intelligent de votre part d'obtenir un mécénat grâce à vos petits dessins de plantes. Je comprends que de nombreuses femmes dans des situations précaires doivent recourir au commerce pour subvenir à leurs besoins, bien qu'habituellement, un emploi si commun soit gardé discrètement caché, plutôt qu'exhibé lors d'un rassemblement de qualité. » La cruauté délibérée fit taire les conversations voisines, alors que les invités se tournaient pour assister à l'humiliation d'Eliza, son travail d'illustratrice étant maintenant exposé non pas comme une contribution scientifique, mais comme une nécessité honteuse, le lien implicite entre l'intérêt de Lord Blackwood et sa vulnérabilité financière, jetant la lumière la plus sombre possible sur leur association. Avant qu'Eliza ne puisse répondre, James apparut à ses côtés. Son expression transformée par une fureur froide que peu avaient jamais vue chez le comte habituellement si maître de lui. « Mademoiselle Thornfield a plus contribué à la connaissance scientifique que n'importe qui dans cette pièce !» déclara-t-il, sa voix portant sans effort à travers la salle de bal désormais silencieuse. Je me fierais plus volontiers à son jugement qu'à celui de toute la pairie. Son regard balaya l'assemblée, défiant quiconque de le contredire, avant de revenir vers Lady Caroline avec un mépris indubitable. Quant au mécénat, je me considère chanceux qu'elle me permette de soutenir un travail qui sera étudié par les érudits longtemps après que nos petites distinctions sociales auront été oubliées. Le hoquet collectif qui suivit cette déclaration signifia la rupture complète des attentes sociales. La défense de Lord Blackwood allant bien au-delà de la courtoisie pour entrer dans un territoire qui impliquait un investissement personnel du genre le plus sérieux. Eliza se tenait droite à ses côtés, sa dignité intacte malgré l'attaque publique, mais lorsqu'elle parla, ses mots tombèrent comme des pierres dans le silence attentif. « Je vous suis reconnaissante de votre défense, Lord Blackwood, mais Lady Caroline a raison de dire que j'ai travaillé pour subvenir aux besoins de ma famille, et je continuerai de le faire,
en acceptant l'offre du professeur Whitfield de rejoindre l'expédition en Amazonie. Son annonce frappa James avec une force visible, la réalisation qu'elle voyagerait à l'autre bout du monde ne lui étant clairement jamais venue à l'esprit, malgré ses encouragements à sa reconnaissance scientifique. Pendant un instant, son masque aristocratique soigneusement entretenu glissa entièrement, révélant une profondeur de sentiment qui choqua la foule observatrice presque autant que sa défense précédente l'avait fait, l'émotion brute dans son expression rendant abondamment clair que l'intérêt de Lord Blackwood pour la vieille fille fade avait progressé bien au-delà du simple mécénat ou de l'admiration intellectuelle. Alors que la musique reprenait et que la foule retournait progressivement à ses réjouissances interrompues, James et Eliza restèrent enfermés dans une communication silencieuse, chacun confrontant enfin la vérité qui s'était construite entre eux. La reconnaissance que malgré toutes les barrières de la société, des circonstances et maintenant de la géographie, quelque chose de profond et d'inattendu s'était développé que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé ni cherché, mais qui exigeait maintenant d'être reconnu avant qu'il ne puisse être perdu à jamais. Le brouillard matinal s'accrochait à la Tamise comme des doigts fantomatiques, cédant progressivement au soleil d'automne, qui scintillait sur l'eau tandis que les mouettes tournoyaient au-dessus des quais animés où le navire d'expédition Aventin se préparait à partir pour l'Amérique du Sud. Eliza Thornfield se tenait sur le quai, sa tenue de voyage pratique et ses bottes robustes marquant sa transition de vieille fille de la société à exploratrice scientifique, tandis que sa famille se rassemblait autour d'elle dans un mélange de fierté et d'inquiétude. Les larmes de sa mère et les encouragements stoïques de son père reflétaient la nature extraordinaire de son entreprise, une dame de bonne famille s'aventurant à travers les océans pour documenter une flore inconnue au service de l'avancement scientifique, sa malle déjà chargée de papiers spécialisés, de pigments et des outils de son art. Le professeur Whitfield supervisait le chargement de l'équipement scientifique à proximité, consultant occasionnellement Eliza sur le stockage approprié des instruments délicats, tandis que les marins s'interpellaient au-dessus de l'agitation générale du port, l'atmosphère chargée d'anticipation et de la promesse de découverte. Malgré son calme extérieur, Eliza sentait des émotions contradictoires se livrer bataille dans sa poitrine. Une excitation sincère pour l'opportunité qui s'offrait à elle, tempérée par un regret inattendu qui lui serrait la gorge chaque fois qu'elle pensait à quitter l'Angleterre, ou plus spécifiquement, à partir sans un dernier adieu de Lord Blackwood. Après la conclusion tumultueuse du bal du milieu de l'été, leurs interactions s'étaient limitées à des échanges formels et publics, la compréhension tacite entre eux soigneusement contenue dans les limites de la bienséance malgré les rêves qui continuaient de hanter ses heures de sommeil. L'appel final à l'embarquement retentit, provoquant des étreintes larmoyantes et des promesses d'écrire aussi souvent que possible, ses jeunes sœurs lui arrachant le vœu solennel de documenter toute belle étranger rencontrée en même temps que les plantes exotiques. Alors qu'Eliza se préparait à monter la passerelle, une agitation à l'entrée du quai attira son attention. Une belle voiture portant les armoiries des Blackwood arrivait à une vitesse dangereuse avant de déverser le comte lui-même, qui se déplaça à travers la foule avec un mépris inhabituel pour la dignité ou le protocole. James l'atteignit juste au moment où elle s'apprêtait à embarquer, légèrement essoufflée et exceptionnellement débraillée, son expression intense d'une émotion habituellement cachée sous une réserve aristocratique. « J'ai craint de vous manquer », dit-il, lui tendant un paquet enveloppé dans un cuir fin. « Ce n'est pas un cadeau d'adieu, mais un commencement. » Eliza le déballa avec des doigts tremblants pour révéler un journal botanique magnifiquement relié, s'ouvrant sur la page de titre qui proclamait « Flore amazonienne » avec des illustrations par Mademoiselle Eliza Thornfield. « Mon nom » murmura-t-elle, levant les yeux vers lui avec émerveillement. « Pas un pseudonyme.
J'ai usé de l'influence que je possède pour m'assurer que votre travail sera reconnu sous votre véritable identité, expliqua-t-il, sa voix basse et urgente avec la conscience du peu de temps restant. La Société royale a accepté de publier vos découvertes avec une attribution complète à votre retour. Ses mains se refermèrent doucement sur les siennes autour du journal. Eliza, j'ai un jour cruellement prétendu que vous n'étiez pas assez jolie pour être désirée. Je trouve aujourd'hui que vous êtes trop extraordinaire pour être oubliée. Je rêve encore de vous, mais aucun rêve ne se compare à votre réalité. L'honnêteté brute de sa déclaration la laissa momentanément sans voix. Le passage de la moquerie à ce renversement profond étant trop écrasant pour être assimilé alors que la cloche du navire signalait un départ imminent. Lorsqu'elle retrouva sa voix, elle sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai pris des dispositions avec le professeur Whitfield pour envoyer de la correspondance tout au long de notre voyage, » dit-elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. « L'expédition dure 1 an, Lord Blackwood. » Il s'approcha, la bienséance oubliée alors que sa main touchait légèrement sa joue. « J'attendrai, Eliza, et j'utiliserai ce temps pour commencer à réformer la société, qui nous jugerait tous deux si durement. À votre retour, si vous le souhaitez, il y aura une place pour vous non seulement dans la communauté scientifique, mais où que vous choisissiez, y compris à mes côtés. » Sa signification n'aurait pu être plus claire s'il avait fait une déclaration formelle, la promesse implicite suspendue entre eux alors que l'appel final à l'embarquement résonnait sur le quai. Avec un courage né d'une confiance nouvelle, Eliza prit sa main et y pressa une petite enveloppe scellée. « Mes propres rêves, pour quand je serai partie, » murmura-t-elle, puis elle se tourna et monta la passerelle d'un pas assuré, ne regardant en arrière qu'une fois arrivée sur le pont. Depuis le bastingage du navire, elle regarda James debout, immobile sur le quai, sa haute silhouette restant en place, alors que le navire s'éloignait lentement, diminuant progressivement avec la distance mais restant fixé dans sa vision jusqu'à ce qu'un virage du navire la fasse disparaître au détour du fleuve. Plutatum. Alors que Londres s'estompait au loin et que l'Aventine se dirigeait vers la haute mer, Eliza trouva un endroit abrité sur le pont, loin des yeux curieux des marins et des autres scientifiques. Ouvrant son carnet de croquis à une page vierge, elle commença à dessiner non pas le spécimen botanique attendu, mais de mémoire les traits du visage de Lord Blackwood, capturant l'intensité de son regard et la courbe de son sourire avec la même précision qu'elle apportait à ses illustrations scientifiques. Le portrait qui émergeait sous ses doigts habiles reflétait non seulement son apparence physique, mais l'essence qu'elle avait appris à connaître au-delà de la façade aristocratique. La passion sincère pour la connaissance, l'humilité inattendue à reconnaître ses erreurs, la capacité de croissance qui avait transformé la moquerie en un profond respect et finalement en amour. Elle avait autrefois cru que les rêves ne pourraient jamais devenir réalité, mais sa situation actuelle défiait toutes les limitations antérieures, de sa position d'illustratrice scientifique respectée à la vérité inconcevable que le comte de Westmoreland rêvait maintenant d'elle comme elle rêvait de lui. Alors que le navire voguait vers des horizons lointains et des découvertes encore inconnues, Eliza traça les dernières lignes de son dessin, inscrivant en dessous des mots destinés à elle seule. Parfois, la moquerie la plus cruelle mène à la joie la plus inattendue. Cette pensée la soutint, alors que l'Angleterre disparaissait derrière elle, non pas une fin, mais plutôt le début d'un voyage qui la ramènerait non pas comme la vieille fille ignorée qu'elle avait été, mais comme la femme qu'elle avait découverte être, digne de reconnaissance scientifique, d'épanouissement personnel et d'un amour qui avait transcendé toutes les barrières que la société avait érigées entre eux.